Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La France va voter à nouveau en 2005. C'est la principale annonce de Jacques Chirac en ce 14 juillet. Il y aura un référendum l'an prochain sur l'adoption de la Constitution européenne. Autre point fort de cette intervention, le chef de l'État se prononce pour un nouvel assouplissement des 35 heures et annonce une pause d'1 an dans la baisse des impôts. Enfin, il rappelle à l'ordre, très sèchement, Nicolas Sarkozy, « Je décide, il exécute », dit-il. Quelques minutes auparavant, le défilé militaire sous le soleil a mis à l'honneur les troupes britanniques. Beaucoup de monde derrière les barrières. Les grenadiers de la garde royale, avec leurs grands bonnets noirs, ont été particulièrement remarqués. L'affaire du RERD, la jeune femme qui a simulé l'agression, devrait être présentée au juge dans les prochaines heures. Interrogé sur le sujet, Jacques Chirac indique qu'il ne regrette pas d'avoir réagi trop vite. En Grande-Bretagne, le grand déballage après les mensonges sur les armes de destruction massive en Irak. Le rapport Butler, rendu public aujourd'hui, épingle les services spéciaux, mais il épargne Tony Blair. La sécheresse en France, les apparences sont trompeuses. Malgré le retour des pluies, la situation est préoccupante. Première mesure de restriction dans 28 départements. Enfin, le Tour de France, inusable Richard Virenque qui entretient la flamme du 14 juillet. Il remporte l'étape en solitaire et endosse le maillot de meilleur grimpeur. Richard Virenque qui sera avec nous en direct tout à l'heure. Thomas Voeckler est toujours en jaune. D'abord donc Jacques Chirac devant les Français. Vous avez pu suivre cette interview tout à l'heure sur notre antenne. Première information à retenir, il y aura bien un référendum sur la Constitution européenne. Ce sera l'an prochain, sans doute à l'automne. Jeff Wittenberg, Elisabeth Esley. Deux drapeaux à la gauche du bureau présidentiel, le symbole de la France dans l'Europe et d'une histoire qui passera donc une nouvelle fois par le référendum. Jacques Chirac a levé le voile. Bien entendu, les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés. Par référendum. Et donc il y aura un référendum qui aura lieu, en toute hypothèse, l'année prochaine. Ce que les électeurs vont donc adopter ou rejeter en 2005, c'est un texte qui modifie en profondeur les règles de l'Europe, avec d'abord l'apparition d'un président du Conseil. L'Union aura un visage, un président qui sera élu pour 2 ans et demi. Autre petite révolution, la fin de la règle de l'unanimité pour certaines décisions. 55% des États représentant 65% de la population pourront à eux seuls trancher et engager toute l'Union. La Constitution sera donc soumise au vote, tous les partis politiques s'en félicitent. Sur le texte lui-même, les avis sont très divers. Nous serons à ce moment-là amenés à nous poser un certain nombre de questions pour apprécier la situation. Donc il n'y a pas de réponse automatique et mécanique à la question posée pour ce référendum. Cette constitution, c'est la camisole libérale imposée à tous les peuples d'Europe. Il faut la refuser et il faut se battre pour un autre traité. La constitution, ça appartient aux Français. Et bien la seconde constitution qu'ils pourront avoir, c'est-à-dire la constitution européenne, ça doit aussi leur appartenir à eux et nous nous engagerons avec enthousiasme dans la campagne. Nous allons nous tenir prêts à prendre notre place dans ce combat pour le non à cette constitution. Jacques Chirac lui-même fera campagne pour le oui, il l'a dit aujourd'hui. Ce sera en tout cas le 13e référendum organisé sous la Ve République, un événement qui n'est jamais sans risque pour les présidents. En 69, le général de Gaulle avait quitté le pouvoir après un référendum perdu. Et quand on interroge les Français sur l'Europe, cela peut être très serré. En 92, le référendum sur Maastricht avait été adopté avec tout juste 51% des voix. Voilà, un vote sans doute à l'automne. La France rejoint ainsi la dizaine de pays, dont la Grande-Bretagne, qui ont déjà annoncé qu'ils organiseraient eux aussi un référendum. Des annonces également en matière économique. Jacques Chirac indique d'abord qu'il y aura une pause d'1 an dans la baisse de l'impôt sur le revenu en raison des contraintes budgétaires. Arbitrage aussi sur le dossier très discuté des 35 heures. Le chef de l'État demande de nouveaux assouplissements, mais sans remettre en cause la loi. Vincent Fourcade, Peggy Leroy. 36 heures de travail par semaine, payé 35, peut-être bientôt la norme à l'usine Bosch de Vénissieux. Travailler davantage sans gagner plus pour éviter la délocalisation de l'entreprise, la mode est venue d'Allemagne. Ce serait une première en France et un dangereux précédent pour le président de la République. C'est une pente glissante sur laquelle il ne faut pas se laisser entraîner. Et pour ne pas se laisser entraîner sur une pente qui risquerait d'avoir des conséquences de remise en cause de nos acquis sociaux, il faut renforcer le dialogue. Très attendu sur le dossier du temps de travail, le chef de l'État a réaffirmé que la durée légale restera fixée à 35 heures. Il s'agit là d'un droit acquis. Mais Jacques Chirac plaide cependant pour de nouveaux assouplissements négociés entreprise par entreprise. Il faut plus de liberté pour les travailleurs, et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus.
et plus de liberté pour les entreprises, afin de mieux s'adapter au marché et au développement. Mais pour les syndicats, assouplir les 35 heures ne signifierait rien d'autre qu'un abandon pur et simple de la loi. Si on dit c'est une liberté individuelle, ce qui est faux pour les salariés, en fait ça conduit surtout à une plus grande liberté pour les entreprises. Et à partir de là, c'est une remise en cause des 35 heures. Nous restons extrêmement vigilants parce que nous savons qu'il y a des velléités nombreuses parmi ce gouvernement et le MEDEF de remettre en cause la réduction des temps de travail. Et Jacques Chirac d'appeler le gouvernement à rencontrer rapidement les partenaires sociaux pour évoquer d'éventuels aménagements aux 35 heures. On attendait aussi le président de la République sur un certain nombre de sujets de société très présents dans l'actualité, le racisme et les tensions entre communautés, la justice et le procès d'Outreau et enfin le mariage homosexuel. On écoute les réponses sur ces thèmes de Jacques Chirac. Il y a un grand problème et ce problème il doit se traiter d'abord et avant tout à la racine, c'est-à-dire à l'école, chez les enfants, pour leur expliquer qu'ils sont tous égaux en droit et en devoir et qu'ils doivent tous se respecter et que tout le reste ce sont des tendances fâcheuses et que l'on doit éradiquer. Que des gens aient été incarcérés pendant un grand nombre de mois pour être finalement reconnus non coupables, c'est inadmissible. On leur doit une réhabilitation, y compris matérielle, importante. La justice, si elle a fait des erreurs, doit payer elle-même et cher. On a créé le PACS, c'est parfait. À l'expérience, il apparaît que ce PACS pourrait être amélioré, et je souhaite qu'on l'améliore. Cela ne doit pas nous conduire à une parodie de mariage. Voilà, dernier grand chapitre de cette intervention, très attendu lui aussi, la confrontation entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Eh bien, le chef de l'État a voulu réaffirmer son autorité assez sèchement, vous allez l'entendre. Le patron, c'est moi, dit-il en substance. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Main dans la main, Nicolas et Cécilia Sarkozy, accompagnés de sa fille Jeanne, sont parmi les tout premiers invités à fouler le tapis rouge de l'Élysée. Et pendant près d'une heure, le plus populaire des ministres du gouvernement se répand en amabilité. Jeanne, tu nous prends la photo? Parfait. Merci. Merci. Le Sarko-show fait recette, mais le ministre des Finances, qui n'a pas dit un mot politique, s'éclipse quelques secondes avant l'interview du président de la République. Quelques minutes plus tard, dans son bureau, le président de la République marque son autorité. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Divergence sur le budget de la défense, polémique sur la présidence de l'UMP, Jacques Chirac tacle Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des 3 années à venir. La charge est violente, mais sur la pelouse, le Premier ministre applaudit. Il y a dans cette intervention des choses très importantes et il ne faut pas voir simplement quelques remises en ordre qu'il fallait faire et qui ont été faites. La Garden Party est placée sous le sceau de la fraternité, alors certains s'emploient à détendre l'atmosphère. Tu rappelles à l'ordre du patron, voilà, donc rien de bien méchant, rien de bien grave. Loin de là, depuis la Corrèze, le premier secrétaire du Parti socialiste est au spectacle. Qu'il ait pu même être évoqué le petit p de la politique, sans doute parce qu'on voulait viser le petit s de Nicolas Sarkozy, en dit long sur l'état des relations au sommet de l'État. Nicolas Sarkozy n'a pas encore répliqué, mais à 3 ans des présidentielles, ce 14 juillet marque sans doute l'ouverture officielle de la guerre Chirac-Sarkozy. Et le ministre des Finances est finalement sorti du silence. Il y a un quart d'heure tout juste, Nicolas Sarkozy indique qu'il préfère regarder le Tour de France et la victoire de Richard Virenque que polémiquer. Une déclaration rapportée par ses proches. Pour refermer ce chapitre, un dernier extrait de l'intervention du président de la République. Il était interrogé sur de récents sondages qui montrent que les Français le jugent trop distant, plus préoccupé de la situation internationale que de leur quotidien. Écoutez la réponse.
je suis sensible au contact avec mes concitoyens. J'y attache un grand prix. J'ai toujours pensé qu'on apprenait plus dans un regard ou dans une poignée de main que dans un gros dossier. Et pourtant, vous l'évoquez à l'instant, ce que vous dites est vrai. Donc, si les Français le pensent, ils ont probablement raison. Eh bien, je vais en tenir compte. Comment? Oh, je n'aurai pas à me forcer beaucoup, n'est-ce pas? Je n'aurai pas à me forcer beaucoup, je vais leur parler davantage. Voilà donc pour l'essentiel de ces déclarations. Juste avant cette intervention, Jacques Chirac avait présidé, comme chaque année, le défilé militaire de ce 14 juillet sur des Champs-Élysées ensoleillés. 1h30 de spectacle dans le ciel et sur les pavés. Yann Fronty, Vanessa Rouet. Comme au spectacle. Un petit programme, donc c'est remis par... Ce matin, les spectateurs ont eu le droit à un petit livret détaillant tout le défilé. De réserve et tout ce qui est militaire. Et comme d'habitude, la séance a débuté par la traditionnelle descente des Champs-Élysées du chef de l'État. C'est l'occasion pour la foule et pour toutes les personnes qui sont ici de voir un peu nos militaires, nos cavaliers. Un scénario bien rodé avec ses vedettes immuables. Sapeurs-pompiers, gendarmes à moto, militaires du génie ou des transmissions, ou encore légionnaires marchant d'un pas cadencé, ils étaient tous là. Sans oublier la parade aérienne, patrouille de France en tête. Aucune fausse note, mis à part ce garde républicain tombé de sa monture. Quoi qu'il en soit dans la foule, tout le monde semblait content d'être là. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, même aux États-Unis. Alors pour moi, c'est une expérience super. À qui vous dites bonjour, madame? C'est à mon fils. Mon fils, il fait quoi? Il est dans la police nationale. Vous l'avez vu? Oui, oui, tout à fait. Alors? Eh ben, je suis émue. À l'image du ciel bleu azur, ce matin, après 1h30 de défilé, le public était visiblement radieux. Vive la France! Vive la France! Merci beaucoup! Signe particulier de cette édition 2004, la présence de soldats britanniques. On fête cette année le centenaire de l'entente cordiale. Gros succès pour les longs bonnets noirs des grenadiers de la garde royale. Jérôme Soulard, Arnaud Buste. Un siècle d'entente cordiale à célébrer. Mais quand les soldats d'élite de Sa Majesté viennent battre le pavé parisien, ce n'est vraiment pas pour s'amuser. Tunique rouge et peau d'ours vissée sur la tête. C'est le célèbre bearskin, le couvre-chef de la Queen's Company. Un chapeau bien chaud pour défiler aujourd'hui sur les champs, mais que nos grands amis britanniques portent toujours bien haut depuis 1815 à Waterloo, à ce qu'il paraît. C'était le chapeau des soldats français de la vieille garde napoléonienne. On les a combattus de longues heures. C'était une bataille très dure. Finalement, nous sommes sortis victorieux. Et le résultat, c'est qu'on leur a pris leur chapeau. Aujourd'hui, c'est notre trophée. Au diable les défaites et les histoires de vieux chapeaux démodés. C'est l'heure de la King's Troop, la brigade montée du roi. À cheval aussi, les Anglais ont de l'allure. Et toujours cette petite pointe de fair play, délicieusement british. On est cousins, les Britanniques et les Français. Et comme en toute famille, il y a des bagarres de temps en temps. Mais depuis 100 ans, on est alliés. Pendant la guerre de 14, la guerre de 39. Un petit coup d'eau, ça fait du bien pour supporter cette chaleur inhabituelle. Avec flegme et courtoisie, on immortalise ce grand moment de l'entente cordiale franco-britannique. Pendant ce temps, les avions de la Royal Air Force, regardez, volent à gauche, en rouge, blanc, bleu, pour clôturer le grand défilé du 14 juillet. Fermez le banc. Et puis une nouveauté cette année, avant de rentrer dans leur caserne, les militaires se sont attardés dans la ville à la rencontre des Parisiens et des touristes. Samassoula, Patrice Acher, Bruno Giraudon. Des allures de kermesse géante pour ce débarquement inhabituel dans la capitale. Animation, sourire, disponibilité. Mission séduction pour la 11e brigade de parachutistes. Simuler un tir à la mitrailleuse, prendre place dans les tourelles, les enfants sont ravis. Tu sais ce que c'est cette machine, toi
c'était joli, c'était amusant. Laissez toucher au plus près pour faire rêver. Moi, ça m'a fait rêver, ça me fait toujours rêver. J'espère que ça en fait rêver d'autres. Alors, c'est quoi au menu là? Calamar à l'armoricaine. Calamar à l'armoricaine, quoi de mieux pour susciter des vocations que de partager une bonne ration de combat? C'est un peu sec, quoi, ça donne soif. Plus facile à séduire le Parisien quand il s'agit de lui faire manipuler les armes des tireurs d'élite. Oui, allez-y. Des armes qui fascinent d'ailleurs bien plus que le métier de soldat. Ne nous pose aucune question sur le métier, qu'est-ce qu'on fait? Non, pas du tout. Non. Cette fois, l'exercice est réservé aux professionnels. Des sauts de précision effectués par les commandos de parachutistes. Très beau saut, très beau spectacle vu d'en haut, très bel accueil à l'atterrissage, super. C'était très beau, c'était impressionnant, et voilà, très contente. Mais le commando, fut-il d'élite, n'est pas infaillible. Un petit raté, peut-être pour rappeler les risques du métier. On en vient maintenant à l'affaire de l'agression imaginaire du RERD. La jeune femme aurait menti pour attirer l'attention de son entourage. Elle devrait être présentée au juge et mise en examen dans les heures qui viennent. À son domicile, les enquêteurs ont retrouvé le marqueur noir et le couteau qui ont servi à la mise en scène. Audrey Goutard, Aurélia Guillemin. Les preuves de son mensonge étaient là, au domicile de son compagnon. Les ciseaux avec lesquels elle s'est coupé les cheveux, le marqueur pour dessiner sur son ventre les croix gammées et la carte bancaire, soi-disant dérobée. Le mobile paraît dérisoire. Marie-Léonie venait d'acheter une voiture. Elle ne l'avait pas encore payée. Le jour de la pseudo-agression, elle devait remettre le chèque au vendeur. Si elle a tout inventé, c'est aussi, dit-elle, parce qu'elle se sentait seule. Sa mère est bouleversée. Ce n'est pas normal non plus qu'elle mette la France dans cet état, si vous voulez. Il y a eu des manifestations pour elle, il y a eu des... Bon, je n'admets pas ce genre de choses, donc je voudrais que justice soit faite. Mais si c'est parce qu'elle était malade, qu'elle soit soignée, quoi. Marie-Léonie n'en est pas à son premier mensonge. Elle avait récemment déposé 6 plaintes pour vol et violences sexuelles. Des faits jamais avérés. Son entourage connaît bien chez elle cette propension à la fabulation. Elle a des séquences, des coupures dans sa vie comme ça où elle va se mettre à raconter n'importe quoi. Mais en général, c'est suite à une histoire qu'elle a entendue venant de son entourage, venant de ses amis ou venant des actualités d'ailleurs, qu'elle va récupérer à son compte en l'enjolivant. Elle a justement expliqué aux enquêteurs qu'elle avait ajouté à son scénario un relent antisémite pour faire plus vrai. Et parce qu'elle avait entendu raconter une histoire semblable. Le mythomane cherche à être reconnu et peut-être au-delà être apprécié et aimé, voire aimé. Ils ne mesurent pas l'importance de leurs gestes. Quant au compagnon de Marie-Léonie, il nie l'avoir aidé à monter son scénario, mais reconnaît avoir tout de suite compris qu'elle mentait. Il a enfin confié aux enquêteurs que sur le quai, alors que sa compagne simulait une crise de nerfs, une dizaine de passagers l'entouraient. Des voyageurs qui n'ont pas osé se manifester auprès des policiers, mais qui étaient bien là pour la réconforter. On va voir dans un instant que l'emballement autour de cette affaire suscite toujours un très vif débat. D'abord, la réponse très attendue de Jacques Chirac sur le sujet. Le président de la République indique qu'il ne regrette pas d'avoir réagi trop vite. On l'écoute. C'est une affaire regrettable à tous égards. Mais je ne regrette pas. Il faut vigilance et mobilisation. Alors, dans ces périodes, il peut y avoir naturellement toujours des situations de manipulation qui sont, je dirais, les séquelles de ce mauvais climat qu'on laisse se développer ou qui s'est développé. Et il y a manipulation. Eh bien, quand il y a manipulation, il faut tout simplement que le manipulateur soit sanctionné avec toute la rigueur de la loi. Autre réaction maintenant à Aubervilliers d'abord, où c'est plutôt le soulagement après la révélation du mensonge. Et réaction des associations aussi, elles s'interrogent sur l'emballement général et sur ses répercussions. Laetitia Legendre, Frédéric Monteil. À Aubervilliers, où vit la prétendue victime, aujourd'hui, pas de rancœur chez les habitants, mais surtout un grand soulagement. J'écoute souvent Radio Beurre, il s'est soulagé d'entendre que c'était une infabulation, parce qu'on était tous visés. C'est dangereux parce que après, s'il y a quelque chose de plus grave, les gens ne vont pas marcher. Ça peut aussi inciter les gens à penser qu'Aubervilliers ou le 9-3
c'est la zone rouge en fait. Les associations antiracistes, dont certaines étaient représentées à la Garden Party de l'Elysée, déplorent avec ce faux fait divers une stigmatisation des musulmans. Il y a eu des propos de certains qui, au motif de lutter contre l'antisémitisme, qui est un combat plus que légitime, se sont autorisés à montrer une fois de plus une autre population de banlieue musulmane issue de l'immigration africaine. On ne lutte pas contre un racisme en développant un autre racisme. De leur côté, les institutions communautaires s'interrogent sur les raisons de cet emballement politique et médiatique. Tout le monde a marché comme un seul homme dans ce qui paraît tellement évident que les jeunes de la communauté maghrébine seraient antisémites. Je me porte en faux. L'ampleur des réactions, elle est le reflet de l'ampleur de l'inquiétude aujourd'hui de la société française face à l'antisémitisme. Elle est le reflet finalement de la fébrilité que nous avons tous, Français, face à l'antisémitisme. Entre précipitation ou indifférence sur ces sujets particulièrement sensibles, les associations aujourd'hui appellent toutes à la prudence. À l'étranger, d'abord l'Irak, journée marquée par 2 attentats. En fin d'après-midi, le gouverneur de la ville de Mossoul, dans le nord du pays, a été assassiné avec 2 de ses gardes du corps. Il est tombé dans une embuscade. Ce matin, c'est à Bagdad qu'une voiture piégée a explosé tout près du siège du gouvernement et de l'ambassade américaine. Il y a 10 morts et une quarantaine de blessés. Le Premier ministre, Riyad Alaoui, parle d'agression flagrante contre le peuple irakien. Nous allons traîner les criminels devant la justice, dit-il. Et puis ce fait sans précédent depuis le début des prises d'otages. Pour la première fois, un pays membre de la coalition, les Philippines, a cédé au chantage terroriste. Pour sauver la vie d'un de ses ressortissants détenus, le gouvernement a décidé d'accélérer le retrait de ses troupes. Gilles Rabin. Sans doute l'épilogue d'une semaine d'attente et d'angoisse pour les nombreux frères et sœurs de l'otage philippin. Manille a cédé à l'ultimatum des ravisseurs. Nous sommes heureux que les Philippines aient accepté de retirer nos soldats en échange de la libération de mon frère. L'otage, Angelo de la Cruz, 46 ans, père de 8 enfants, était allé chercher un salaire décent en Irak comme conducteur de poids lourds. Les Philippines n'avaient que 51 soldats sur place et en mission humanitaire. Ils devaient rentrer le 20 août, ils rentreront fin juillet comme le demandent les ravisseurs. Un contingent symbolique dont le retrait anticipé va pourtant marquer un tournant. C'est la première fois qu'un des pays membres de la coalition cède à un chantage. Il s'agit de plus de l'un des plus fidèles alliés des États-Unis qui ne cachent pas ce soir leur déception. Les Philippines ont dû choisir entre leur alliance historique avec Washington et le million de travailleurs expatriés dans les pays du Moyen-Orient, tous otages potentiels des groupes islamistes. Oui, réaction des États-Unis, c'est un mauvais signal adressé aux terroristes. Et à propos de la guerre en Irak, après George Bush, c'est au tour de Tony Blair d'affronter la tempête après les mensonges sur les armes de destruction massive. Qui a menti? Qui est responsable? C'est toute la question. Un rapport d'enquête indépendante, le rapport Butler, a été remis aujourd'hui. Il est accablant pour les services secrets britanniques, mais il épargne le Premier ministre. À Londres, Arnaud Miguet. Voici l'homme du jour, Lord Robin Butler, ancien haut fonctionnaire de 66 ans, très attendu ce matin par les photographes et une vingtaine de manifestants. Il doit rendre publiques ses conclusions sur les armes de destruction massive irakiennes et les informations utilisées par le gouvernement pour justifier la guerre en Irak. L'information des services de renseignement selon laquelle Saddam Hussein pouvait déployer des armes de destruction massive en 45 minutes a été présentée comme telle dans le dossier du gouvernement. Elle n'aurait pas dû figurer sous cette forme. Ce fameux dossier, présenté en septembre 2002 par le gouvernement, affirmait que Saddam Hussein posait une menace sérieuse. Et le Premier ministre d'insister. Saddam a un programme pour l'utilisation d'armes chimiques et biologiques qui pourraient être activées en 45 minutes. C'est sur cette base discutable que la Grande-Bretagne est partie en guerre contre Saddam Hussein en mars 2003. Contre une partie de l'opinion britannique aussi qui manifestait en masse à Londres. Cet après-midi, le Premier ministre, qui avait reçu le rapport la veille, savait en se rendant à la Chambre des communes qu'il était épargné par Lord Butler. Personne n'a menti, personne n'a maquillé les informations, personne n'a ajouté quoi que ce soit au dossier contre l'avis des services de renseignement. 4e rapport en Grande-Bretagne sur la question irakienne. Pour la 4e fois, la bonne foi du Premier ministre n'est pas remise en cause. Cette guerre a divisé le pays et la classe politique. Elle hantera toujours Tony Blair. Reste à savoir maintenant comment l'opinion publique, majoritairement hostile à cette guerre en Irak, jugera ses décideurs politiques en général
et Tony Blair en particulier. Aux États-Unis maintenant, cette nouvelle bataille assez inattendue qui fait irruption dans la campagne présidentielle. La bataille du ketchup. Explication la plus célèbre des sauces, le ketchup Heinz, est la propriété de Madame John Kerry. Les partisans de George Bush ont donc décidé de créer un ketchup républicain, entre guillemets. La campagne vire à l'aigre. Alain Chalvron, Aaron Diamond à Washington. Rien d'apparemment moins politique que le ketchup. La célèbre sauce tomate un peu sucrée se retrouve sur toutes les tables américaines de gauche, de droite et du centre. Seulement, qui dit ketchup dit Heinz. Et qui dit Heinz dit Kerry. C'est que l'héritière des ketchup Heinz n'est autre que Madame Kerry, Teresa, veuve d'un sénateur nommé Heinz, lui-même fils de l'inventeur du fameux condiment. De là à faire du ketchup une sauce démocrate, il n'y a qu'un pas que certains républicains n'ont pas hésité à faire, même si en réalité, Teresa Heinz Kerry ne possède que 4% de la société. Nous étions à un barbecue avec des amis républicains et nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois qu'on mettait du ketchup Heinz sur notre hamburger, on soutenait Kerry et qu'il fallait donc trouver une alternative. D'où l'idée de faire un ketchup de droite, patriotique, W ketchup comme George W. Bush, avec ce slogan « Vous ne soutenez pas les démocrates, alors pourquoi votre ketchup le ferait ?» Une campagne qui ne convainc pas vraiment. C'est ridicule. Le ketchup W, ça va faire un flop. Personne ne va acheter ça. Plus sérieuse que la concurrence du ketchup W, la campagne qui se dessine dans les médias républicains et qui pousse John Kerry à publier la déclaration d'impôt de sa femme. Une déclaration qui pourrait faire réfléchir les petits, les sans grade, que le candidat démocrate prétend défendre dans sa campagne. Les feux de forêt au Portugal, broussailles, pinets d'eucalyptus, 2000 hectares sont déjà partis en fumée dans le sud du pays. L'incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi. Il réveille de mauvais souvenirs. L'an passé, les feux avaient fait 20 morts. En France aussi, il fait très sec. Le retour de la pluie n'y a presque rien changé. Des mesures de restriction d'eau ont même été prises dans 28 départements, du Poitou-Charentes au nord, en passant par la région Rhône-Alpes. François Baudonnet avec nos correspondants en région. Il pleut sur une partie de la France depuis 15 jours. Et pourtant, le malheur des vacanciers ne fait pas forcément le bonheur des agriculteurs. Un peu partout, les nappes phréatiques et les petits cours d'eau sont au plus bas. Ici, dans le département des Deux-Sèvres, ce céréalier a déjà dû réduire de moitié l'irrigation de ses champs. Aujourd'hui, nous savons que nous n'irons pas au bout de la saison d'irrigation qui se termine généralement fin août. Il s'attend déjà à devoir fermer définitivement les vannes la semaine prochaine. Les Deux-Sèvres font en effet partie des 28 départements où l'utilisation d'eau est d'ores et déjà restreinte. Une vingtaine d'autres pourraient suivre, comme le Var. Dans ce département, où le soleil n'a pas fait défaut, ce sont les pêcheurs qui tirent la sonnette d'alarme. Vous avez un affleurement de la nappe en surface et qui, d'ici 15 jours, si nous n'avons pas des précipitations qui seraient bénéfiques pour le cours d'eau, passera dans le sous-écoulement, sous les graviers. En cause, le manque d'eau depuis le printemps. Sur le Grand Est, il a parfois plu jusqu'à 2 fois moins que d'habitude. Du coup, dans ce camping des Alpes-Maritimes, on envisage sans inquiétude une éventuelle pénurie. Nous mettrons des pompes dans la rivière et puis on prendra de l'eau surtout pour ce qui est nettoyage des sanitaires et nettoyage du linge et on gardera l'eau potable pour la boisson. Mais pour l'heure, la piscine est toujours bien pleine, à moins que ce petit bonhomme n'en décide autrement. Inquiétude ce soir près de Pau, à la Pierre-Saint-Martin. 7 spéléologues sont portés disparus. La préfecture a déclenché des opérations de secours. Les 7 hommes auraient dû sortir hier après-midi. Ils sont tous originaires de la région parisienne. Un hommage aux marins du Bugalet de Brest, aux marins disparus du Bugalet. Une minute de silence a été observée vers midi à Brest. Après les 21 coups de canon tirés traditionnellement le 14 juillet, les bateaux qui participent au rassemblement Brest 2004 étaient ensuite invités à déclencher leurs sirènes. Écoutez, c'est impressionnant et émouvant, c'était à la mi-journée. Le rassemblement qui se poursuit, rappelons que 1500 bateaux y participent, des vieux gréements et des bateaux de pêche traditionnels. Exemple avec le Vigilance, 30 mètres, pavillon anglais, spécialisé dans la morue. Fanny Auvergne, Thierry Breton. Faire les cuivres à bord, c'est une tradition britannique. Tous les marins français vous le diront. Nous les Anglais, depuis toujours, nous aimons les bateaux propres et clinquants.
12 retraités bénévoles, banquiers, marins ou militaires entretiennent le Vigilance. Construit en 1926 pour la pêche à la morue en Manche ou en mer du Nord, le Vigilance est aujourd'hui un rescapé. Dans le sud de l'Angleterre, il reste seulement 4 chalutiers de ce type contre 300 à l'époque. Ce bateau a 70 ans. C'est une très vieille dame. Il faut en prendre soin, mais ce n'est pas un musée. Elle doit naviguer. Aujourd'hui, à bord du Vigilance, des touristes embarquent à la journée pour apprendre les rudiments de la navigation traditionnelle. C'est très sympathique de ressentir une ambiance authentique sur l'eau, puis avec ces marins qui vivent pour ça. On a l'impression qu'ils vivent que pour ça. Menacé d'abandon en 1997, le Vigilance est sauvé in extremis. En Angleterre, à Brixham, son port d'attache, 50 donateurs le rachètent pour 150 000 €. C'est l'un des derniers vestiges de la pêche à la voile. J'ai participé au rachat du navire. Mon père adorait ce bateau, il en faisait des maquettes. Je crois qu'il serait très fier de moi. Le Vigilance accueille des passagers à partir de 20 € par jour, car chaque année, 25 000 € sont nécessaires pour que ce chalutier continue de naviguer. On reste en Bretagne avec une façon utile et originale de passer ses vacances. Bien sûr, il faut aimer la solitude. Pendant tout l'été, des bénévoles s'installent seuls sur des îlots pour surveiller la nidification de certaines espèces d'oiseaux. Ils sont une dizaine au total en Bretagne. Robinson version écolo, reportage Romuald Bonan, Michel Hiver. Complètement perdu, sur une île confetti, au large de la Bretagne. Depuis 15 jours, Armelle a quitté ses volcans d'Auvergne pour s'isoler sur l'île aux moutons. Ici, il y a bien un phare, mais Armelle, elle, garde des oiseaux marins, des sternes, des oiseaux migrateurs qui de mai à août se posent ici pour pondre et élever leurs petits. Moi, je ne connaissais pas beaucoup cette espèce et ça me permet de voir, de connaître justement leur période de reproduction et puis de voir l'évolution des poussins, leur comportement en mer, leur agressivité aussi quand on s'approche de la colonie. Sterne Kojek ou Pierre Garin, elles sont protégées par la loi, car extrêmement sensibles au dérangement des touristes de passage ou des goélands. Alors pendant la nidification, de jeunes bénévoles se succèdent sur plusieurs îles, des Robinson Crusoe qui acceptent une vie plutôt spartiate pour assurer la tranquillité aux colonies de sternes. J'ai tout ce qu'il faut pour un mois là au niveau alimentaire. Donc ça va, de la bougie, une radio pour me tenir un petit peu au courant. Et le téléphone, mais seulement pour recevoir des appels. Un isolement rompu une fois par semaine pendant quelques heures avec l'arrivée du ravitaillement en eau douce. Salut. Cette fois, c'est Charles et Eliane, des visiteurs pas comme les autres. Il y a 15 ans, ils ont été les premiers à vivre comme Armelle. À l'époque, c'était pour éviter l'abandon définitif de l'île aux moutons par les 10 derniers couples de sternes. Le phare a été automatisé et les gardiens ont quitté l'île et à ce moment-là, il n'y avait plus de surveillance. Donc les sternes ont quitté pendant quelques années et elles ont réapparu en 89. Et donc en 90, on s'est dit, il faut faire quelque chose. La présence de ces amoureux de la nature a porté ses fruits. Aujourd'hui, le sanctuaire de l'île aux moutons compte une colonie de 1000 couples de sternes. Sport, le Tour de France, Richard Virenque, toujours là. Le Français honore le 14 juillet. Il l'emporte au terme d'une longue chevauchée dans le Massif central et endosse le maillot de meilleur grimpeur. Bonsoir Richard Virenque, merci d'être avec nous. Bonsoir. Les images d'abord, elles sont commentées par Julien Beaumont avec Laurent Siron. Le roi Richard a encore frappé. Sacré à Saint-Flour, Virenque s'impose seul dans la plus longue étape de ce Tour de France. Pour le nouveau maillot à pois, la route était tracée et ses supporters préparés. C'est le rêve. Depuis l'année dernière, on le suit. Et, enfin, je le suis depuis longtemps parce que je fais partie de son fan club. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui de le voir avec le maillot à petits pois. Kilomètre 35, Richard Virenque s'échappe dans sa roue Axel Merckx. Il reste encore 4 heures de course. Au cœur du Massif central, c'est la première étape de montagne. 9 cols, autant de descentes. Attention danger, regardez à gauche, Kessler sort de la route. Gravement touché aussi, Sébastien Hinault. Son état a d'ailleurs nécessité une évacuation.
Devant, Virenque et Merckx creusent l'écart. Richard passe tous les sommets en tête et à 67 km de l'arrivée, il lâche Axel Merckx. En cavalier seul, Virenque signe sa 7e victoire d'étape sur le Tour de France. Une victoire qu'il dédie à un ancien de chez Festina et à sa grand-mère. C'est un peu pour eux aujourd'hui que dans le final, j'avais des crampes de partout et j'ai été chercher des forces pour eux. À bout de force, Virenque endosse le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il est maintenant 4e au classement général. Alors Richard Virenque, l'an dernier c'était le 14 juillet, vous aviez gagné l'étape. Cette année c'est le 14 juillet, vous avez encore gagné l'étape. C'est l'amour de la France qui vous donne des ailes? Ouais, l'année passée au 14 juillet j'avais le maillot jaune, j'avais gagné la veille à Morzine. Donc cette année, le 14 juillet, ça tombe bien parce que c'était une étape difficile et j'avais prévu de prendre des points de la montagne. Et à la fin, j'ai pu gagner l'étape, donc c'est clair que c'est fabuleux. Mais vous aviez choisi cette étape parce que c'était le 14 juillet? Non, non, vous savez, sur le Tour, toutes les étapes pour les Français, c'est le 14 juillet. Donc, mais aujourd'hui, c'était une étape de montagne, donc il fallait marquer des points. Et je suis parti au début pour ça. Et à la fin, on peut gagner l'étape. Donc là, c'est le bonheur total. Mais j'ai donné beaucoup de force pour arriver au bout. On vous a vu très ému. C'est la fatigue, il y avait bien sûr ces personnes auxquelles vous pensiez. C'est la fatigue ou bien c'est aussi le plaisir de la victoire retrouvée, l'émotion? L'émotion, la fatigue, tout cumulé, et la tristesse aussi pour ces personnes-là. Donc, vous savez, quand vous faites 6 heures de vélo, quand je l'ai fait, et tout le débauche d'énergie que j'ai eu aussi dans cette course, parce que j'ai tout fait à deux et après tout seul, les 60 derniers kilomètres, je peux vous dire que j'ai dépensé énormément d'énergie aujourd'hui. Alors, vous êtes quand même 4e au classement général. Bien sûr, c'est le maillot à poids, le maillot du meilleur grimpeur que vous visez, mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'espoir d'un podium? Pourquoi pas? Non, vous savez, dans le temps, j'ai couru après le podium. Et après, quand il y a eu Armstrong qui a commencé à gagner ses tours, c'était mission impossible. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. J'ai déjà fait 2 fois le podium, mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, faire un podium, pour moi, c'est mission impossible avec les contre-la-montre. Et j'ai plus cet état d'esprit pour le podium. Donc, je suis vraiment motivé pour le maillot à poids. Et en allant chercher le maillot à poids, aujourd'hui, c'est une étape. J'ai été chercher une étape. Mais c'est vraiment le maillot à poids qui me ressemble et que j'ai envie de conquérir une nouvelle fois. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Richard Virenque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On revient aux vacances avec l'un des sites les plus extraordinaires d'Europe. Il a d'ailleurs inspiré Jules Verne ou Rossellini, le volcan Stromboli, au large de l'Italie. Un cône parfait qui se dresse sur la Méditerranée. Le volcan est en activité, il est très visité. Jet de lave, coulée de pierre, frisson garanti. Gilles Marinet, Romain Potocki. Vu du large, c'est le grand bleu et le grand calme. Pas de panache de fumée en vue. Pour débusquer le volcan, il faut s'approcher, longer le village, écouter. Masquée par la poussière, la montagne gronde, les rochers remuent. Le 30 décembre 2002, ce fut plus qu'un bruit, la paroi a glissé dans la mer. On a vu la mer se retirer lentement, sur 30 ou 40 mètres. Et puis elle est revenue avec une force bestiale. 4 mois plus tard, le cratère déverse une coulée de lave. Pas de victimes. Le volcan, il est vrai, est surveillé en permanence, truffé de capteurs, de détecteurs thermiques et sismiques qui devraient donner l'alerte, éviter une catastrophe. Les habitants, eux, sont volontiers philosophes. Les êtres humains sont bien plus dangereux que les volcans. L'explosion, ce n'est ni la première ni la dernière. Turbulent, le Stromboli attire les touristes, des dizaines chaque jour. Le soir, en compagnie d'un guide, c'est l'ascension vers le cratère, un sentier abrupt entre mer et ciel. Les pierres vont descendre jusqu'à la mer. Ça va être un beau spectacle. Attendez qu'elles arrivent dans l'eau. C'est ici que la montagne s'est effondrée. Depuis, chaque secousse libère des rochers. Enfin, au bout du chemin autorisé, à 700 mètres du cratère. Toute notre terre est en fusion, on est là sur un minuscule bout de terre.
entouré de mer. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Le spectacle n'est jamais garanti, mais ce soir-là, au dire des guides, le Stromboli s'est montré très généreux. Musique pour terminer, on reste en Italie, mais à Rome, cette fois avec un opéra de maître, Nabucco de Verdi, dans un cadre exceptionnel, les termes de Caracalla. Ces bains publics datent du IIIe siècle. Gérard Grisbeck, Romain Potoki. Les vieilles pierres retrouvent un peu d'animation comme il y a 2000 ans, lorsque les thermes de Caracalla étaient les plus grandes du monde romain. Ce soir, les ruines vont vibrer au rythme de Nabucco, l'opéra de Verdi. Dernière vocalise, avant la répétition d'une œuvre qui raconte la soumission des Hébreux par le roi de Babylone, Nabucodonosor. On joue n'importe où et n'importe comment, là. Dans quel moment historique, on peut tout adapter, là. C'est toujours une histoire de pouvoir, d'amour, comme toujours, là. Une histoire de pouvoir et d'amour interprétée dans un cadre magique. Et pour ce plaisir-là, il a fallu déplacer tout l'opéra de Rome. C'est le message de la liberté, de l'expression des valeurs spirituelles vis-à-vis de la force. Et la fameuse scène des esclaves juifs qui, sur le bord de l'Euphrate, rêvent de leur pays et de leur liberté. Lorsqu'au XIXe siècle, Giuseppe Verdi compose son opéra, il pense évidemment à l'unité italienne en marche. Thème universel de la liberté au milieu des ruines de l'Empire romain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.